l'OLAF et le Parlement européen se sont bien gardés d'aller poursuivre ces autres partis, alors même qu'ils étaient parfaitement informés et au courant des pratiques qui étaient les leurs. Il a fallu qu'une de nos anciennes élues, Sophie Montel, pour ne pas la nommer, vienne dire « Attendez, le Front National de l'époque est poursuivi pour ces pratiques, mais tout le monde fait pareil au sein du Parlement européen. Le Modem, je vais vous donner des noms. La France Insoumise, je vais vous donner des noms. » C'est ce qui a valu ces poursuites. Mais si nous n'avions pas révélé que d'autres faisaient exactement la même chose, nous serions les seuls condamnés. Le Front National, devenu Rassemblement National, a vécu pas mal de soubresauts dans son histoire. Il vient d'en vivre un nouveau, un soubresaut intense et médiatique cette semaine avec la condamnation de Marine Le Pen et de plusieurs élus et assistants parlementaires, condamnation également du Rassemblement National. Maître David Dassa-Ledest, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être cette semaine le grand invité de Boulevard Voltaire. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Vous êtes depuis 2015 l'avocat du Rassemblement National. Vous étiez au charbon durant toute la durée de ce procès hors norme dont on a beaucoup parlé et que vous avez vécu de très très près et pour cause. Alors, première question. Vous défendez le Rassemblement National donc depuis très longtemps. Combien d'affaires est-ce que vous avez plaidé pour le Front National, puis pour le Rassemblement National? Est-ce que vous avez une idée du nombre de dossiers? Alors, cher Marc Baudrier, alors, bonjour et merci de votre invitation et de votre accueil. Je suis très honoré d'être aujourd'hui dans les locaux de Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, c'est... Chateaubriand disait que la presse, c'est la parole à l'état de foudre. Et je crois que ça vous résume parfaitement. Alors, oui, j'ai pris le relais de Vallerand de Saint-Just en 2014 pour les affaires pénales, les affaires courantes du Front National de l'époque, devenu ensuite Rassemblement National. Et j'avais avant cela, bien évidemment, un certain nombre de dossiers pour le Front National et pour d'autres mouvances, on va dire, de la mouvance nationale, d'autres associations de la mouvance nationale. Et ça m'a conduit à plaider le tout venant correctionnel, je dirais, du parti et de ses cadres pendant maintenant plus de 10 ans, avec essentiellement des procès dits de presse, des procès de presse qui nous étaient intentés par des adversaires politiques la plupart du temps. Qu'est-ce que vous appelez un procès de presse? Alors, le procès de presse, c'est les procès qui relèvent des thématiques liées à la liberté d'expression, donc qui mettent en cause la loi du 29 juillet 1881, mais qui sont des procès à forte connotation symbolique et politique. D'abord parce que ça trace le périmètre de la liberté d'expression, ce qui est une liberté publique éminente dans un état de droit. Et puis, si j'ose dire, on ne passe rien aux élus du Rassemblement National. On ne passe rien au Rassemblement National. Et ça a conduit à plaider sur ces 10 années, c'est difficile de vous dire, mais plus d'une cinquantaine d'affaires par an pour le parti politique ou pour ses cadres, avec des affaires assez emblématiques comme les prières de rue, l'affaire de la Fournée, une affaire à Cayenne et tant d'autres. Ouais. Est-ce que cette affaire dont nous avons parlé beaucoup cette semaine et dont on va continuer de parler, est-ce que c'est la plus grave, peut-être une des plus tendues du Rassemblement National ou vu de votre regard d'avocat ou pas du tout? Alors, il y a deux choses. En termes de peine encourue, c'est effectivement l'affaire la plus grave, puisque la peine encourue pour le délit de détournement de fonds publics, il y a beaucoup à dire sur ces qualifications. Fait encourir on y viendra. Aux mises en cause une peine de 10 ans d'emprisonnement et, nous le savons maintenant, des peines d'inéligibilité. Donc, il y a un enjeu dans ce procès qu'il n'y avait pas dans les autres affaires. Mais néanmoins, les autres affaires, quand elles sont renvoyées devant les tribunaux correctionnels pour les thématiques liées à la liberté d'expression, elles sont très importantes politiquement, parce que l'exploitation qui est faite par les adversaires politiques des cadres du RN
ou par les adversaires politiques du RN sont telles qu'il y a un fort enjeu politique et médiatique et en termes de positionnement, tout simplement, à plaider ces affaires. Il ne faut jamais oublier que quand un cadre du Rassemblement national, quand Marine Le Pen, quand Jordan Bardella, quand le Rassemblement national lui-même est renvoyé devant un tribunal pour des thématiques liées à la liberté d'expression, ses adversaires politiques n'ont qu'une idée en tête, c'est d'en faire un tract de la condamnation qui surviendrait. Et donc ça oblige à avoir une défense qui soit d'abord une défense, je dirais, très technique pour éviter que les juges aient le sentiment que du côté du Rassemblement national, on cherche à s'octroyer une tribune pour faire valoir un point de vue, des opinions. Il faut laisser ça à nos adversaires. Et je pense, enfin l'expérience montre qu'on y gagne beaucoup à adopter cette attitude très en distance par rapport à la polémique. L'agora, c'est bien pour ceux qui sont dans le débat public. Et c'est très important pour le juge de ne pas se sentir instrumentalisé à l'audience avec des procès à connotation politique ou à coloration politique, en tout cas très polémique, mais qui ne doivent jamais se départir finalement d'une ligne de défense qui est avant tout juridique et très technique. Et les procès qui ont été gagnés, et la plupart des procès de presse, même tous les procès de presse ont été gagnés depuis 10 ans, sur cette ligne-là. Et on garde un certain crédit auprès des magistrats aussi, ce qui est très important. C'est une double exigence, finalement. Non seulement vous êtes sous le feu des médias, mais en plus, ça vous impose d'être plus technique, plus précis, plus... J'ai coutume de dire, peut-être dans une autre, non ? J'ai coutume de dire que s'agissant de nos dossiers, des dossiers du Rassemblement national, pour paraphraser un mot célèbre, la femme de César doit être doublement irréprochable. Doublement irréprochable. Ça vaut à la fois pour la gestion des affaires courantes du parti politique et également pour ce qu'on peut attendre de nous à l'audience. C'est exactement cela. C'est exactement cela. On part nécessairement avec un handicap et il faut remonter ce handicap pour se hisser en quelque sorte à un niveau normal et remporter la partie. Alors, avec qui est-ce que vous avez travaillé au RN sur cette affaire ? Dans quel esprit est-ce que vous avez senti une inquiétude particulière aussi de la part des responsables du parti avant la décision, ou est-ce que le RN était confiant ? Cette affaire dite des assistants parlementaires, puisque c'est celle-ci dont nous parlons maintenant, est une affaire au long cours, puisque ça a duré 12 ans. Voilà, l'enquête a débuté, oui, autour de l'année 2015. Autour de l'année 2015. Donc, tout cela a été très long, très fastidieux. Il y a eu beaucoup de mises en cause, beaucoup d'actes d'instruction, avec des changements de juges d'instruction, avec des recours qui ont été exercés par les uns et les autres à mesure que l'enquête avançait. Il y a eu aussi le Covid, qui a fait que rideau pendant un certain nombre de mois sur l'affaire. Et puis, c'est une affaire complexe par définition, donc elle ne se prête pas à un jugement un peu expéditif. Donc tout cela pour dire que dans le temps de l'enquête, dans le temps d'instruction, voilà, les échanges entre les mises en cause et les avocats étaient constants et ma foi, les choses avançaient de manière parfaitement normale, sans inquiétude particulière. Il y a eu ensuite un premier point de rupture, c'est le jugement Modem. C'est le jugement du Modem qui a, puisqu'il faut quand même le souligner, j'aurai peut-être l'occasion de le dire, mais le Rassemblement national n'est pas le seul parti à avoir été mis en cause pour ses supposées pratiques illicites. Le Modem, un certain nombre de cadres du Modem, d'assistants parlementaires du Modem et François Bayrou lui-même ont été mis en cause pour les mêmes choses au sein du Parlement européen. Et LFI va suivre, c'est ça ? LFI également, la France insoumise aussi. Manifestement, les juges d'instruction montrent moins d'empressement pour que ce dossier sorte de l'instruction. Mais alors tout cela révèle d'abord une première chose, c'est que ces pratiques qu'on impute au Rassemblement national comme étant illicites, elles étaient en fait partagées par un certain nombre de partis politiques, ce qui montre bien que, alors ce n'est pas une excuse si tant est qu'elle soit illégale, mais ce qui montre bien que y avait un usage au sein du Parlement européen qui était parfaitement répandu, de manière très horizontale et transversale au sein du Parlement sur l'utilisation de ces assistants parlementaires. Et pour une raison très simple, c'est que ça a été un point majeur de notre défense devant le premier juge, c'est que vous n'avez pas de texte suffisamment
clair qui viendrait dire, avec la netteté qui s'impose en matière pénale, qu'un assistant parlementaire doit réaliser tel type de tâche et doit s'interdire d'en réaliser d'autres. En réalité, le périmètre du travail de l'assistant parlementaire n'est défini nulle part, du moins jusqu'en 2016. Alors, on va y revenir. On va y revenir. Mais alors, tout ça pour dire que le point de rupture, c'est la condamnation du MoDem, quand même, qui intervient et qui, avec des peines déjà relativement sévères, prononcé par la 11e chambre. François Bayrou a été blanchi, et François Bayrou a été relaxé. Mais le MoDem a été condamné. Complètement. Le MoDem a été condamné comme personne morale. Les députés du MoDem, je pense par exemple à Jean-Luc Benamias, ont été condamnés. Leurs assistants parlementaires également. François Bayrou a été relaxé parce que la preuve n'était pas rapportée qu'il était au courant de ce système au sein du parti qu'il présidait. Il y a un appel du parquet concernant cette relaxe, mais ça a été la première condamnation d'un parti politique et de ses cadres pour des pratiques qui étaient exactement les mêmes que celles qu'on reprochait au Rassemblement national. Donc voilà, il a fallu ensuite donc analyser ce premier jugement. Et puis, bien évidemment, on a porté le contrepoint dans notre affaire, ce qui a été fait de manière assez rigoureuse, assez presque scientifique. Hein, voilà. On va revenir sur le fond oui. de l'affaire, parce que c'est très intéressant, et vous nous direz sur quoi est-ce que vous avez misé, et peut-être si vous avez fait des erreurs d'interprétation des textes, ou quelle était la marge d'interprétation des textes. Mais je voulais vous demander d'abord, vous avez vécu donc ce denouement, hein, cette décision rendue. On a été frappés tous par les images de Marine Le Pen qui quittait le tribunal avant la fin de l'énoncé du jugement, hein, le visage un peu marqué. Quelles ont été les réactions à chaud, je voulais vous demander, puisque vous êtes aux côtés d'eux et que vous étiez directement concerné comme avocat du Rassemblement national, quelles ont été les réactions à chaud des responsables du parti? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, l'effet de sidération. Effet de sidération, alors, devant la peine prononcée, à la limite, la peine prononcée était encourue. Elle avait été requise par le parquet, donc il n'y a pas de surprise à ce qu'elle soit prononcée. C'est plutôt la manière dont elle a été prononcée qui a été profondément choquante, à la fois pour les prévenus qui étaient présents et aussi pour leurs conseils. On est sur des choses qui sont totalement iconoclastes. Le tribunal a énoncé oralement la décision, comme il le fait de manière parfaitement normale, et il n'y a aucune difficulté procédurale à cela, de manière assez décousue, en enfilant des arguments d'ordre politico-juridico-moral, de manière assez confuse. Et on a appris au détour d'une phrase que tous les prévenus étaient condamnés. Tous sauf un, l'a-t-on appris par la suite, mais qu'il y avait une condamnation. Premier regard un petit peu interloqué, puisque ce n'est pas l'usage de déclarer la culpabilité. Au fur et à mesure que la magistrate lisait sa décision. Une sorte de motivation un petit peu... un peu baroque, je l'ai lu. Un peu iconoclaste, un peu confuse, etc. Et donc, l'on comprend très vite que les prévenus sont d'une part condamnés, qu'ils sont ensuite, à la suite d'un raisonnement lui aussi un petit peu acrobatique, que la peine d'inéligibilité dont la magistrate est venue nous dire que oui, compte tenu des dates du dossier, elle n'est pas obligatoire, mais on comprend quand même que l'intention du législateur était telle de moraliser la vie publique que on ne peut pas y échapper. C'est pas obligatoire, mais on ne peut pas y échapper. Il faut donc la prononcer. Bon, voilà. La vraie morale se fiche de la morale, disait Pascal, mais là, on est en plein moralisme. Et in fine, on comprend donc que la peine d'inéligibilité est prononcée, et dernier clou dans le cercueil, qu'il faut la prononcer avec exécution provisoire. Est-ce que ça vous a surpris, cette exécution provisoire? Alors, l'exécution provisoire, ici encore, était requise par le parquet. Donc, quelque part, nous attendions à ce que le tribunal puisse avoir, je dirais presque, l'audace, mais c'est un débat, ça. D'aucuns pouvaient penser qu'il n'aurait pas l'audace d'aller jusque-là, parce que, pour des tas de raisons, cette exécution provisoire ne se justifiait pas. La première étant qu'elle est d'abord tout à fait exceptionnelle en matière pénale. Elle n'a pas été prononcée dans l'affaire du MoDem, par exemple. Beaucoup viennent dire que ça n'a rien à voir, l'affaire du MoDem et l'affaire du RN. En vérité, si, ça a parfaitement à voir. Les dates de prévention sont exactement les mêmes, les pratiques, entre guillemets, sont exactement les mêmes. Alors oui, il y a moins d'argent en cause au sein des caisses du Parlement européen dans l'affaire du MoDem et dans l'affaire du Rassemblement national, mais pour une raison très simple. C'est que faire ce reproche-là au dossier du Rassemblement national, c'est lui faire le reproche d'avoir eu des succès électoraux. Il y a plus d'argent en cause, tout simplement parce qu'il y avait plus de députés. Parce que dans la dernière législature, dans la 8e législature, le Rassemblement national
Front National de l'époque, a obtenu plus de députés que le MoDem. Donc forcément, il y avait plus d'assistants qui travaillaient et donc forcément, ça charriait plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, pas d'exécution provisoire dans l'affaire du MoDem. Et voilà, traitement de défaveur, hein, ici encore, hein, il faut être doublement irréprochable, traitement de défaveur pour le Rassemblement national. Et puis surtout la motivation de cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, qui est prononcée, alors en général l'exécution provisoire, elle est prononcée en matière pénale, quand vous avez des incarcérations à l'audience, pour éviter, pour une raison très simple, une réitération et une récidive de l'infraction par un détenu qui est particulièrement dangereux. Hein, c'est pour ça que quand vous avez des mandats de dépôt à l'audience, ils s'appliquent immédiatement, ce qui ne vous interdit pas de faire appel, mais vous partez en détention. L'idée, c'est de protéger la société. Protéger la société, ce qui est quand même la fonction initiale de la peine, punir le condamné et protéger la société. Alors là, on va nous dire, oui, il faut protéger la société contre une réitération. On se demande bien laquelle. Marine Le Pen n'est plus députée européen, et surtout, j'y reviendrai, mais les textes du Parlement européen ont été tellement précisés après notre affaire, après 2016, que plus aucun parlementaire n'a de doute sur le fléchage qu'il faut donner au travail de ses assistants. Or, jusqu'en 2016, il n'y avait rien, il n'y avait pas de texte. Le flou a été dissipé depuis. Voilà, mais au fil de l'eau de notre enquête, au fil de l'eau de l'enquête des assistants parlementaires du Rassemblement national, qui s'étale et qui s'échelonne, c'est ce qu'on appelle en matière pénale les dates de prévention, de 2004 à 2015. Or, les textes qui rentrent en vigueur au sein du Parlement européen, qui sont parfaitement clairs sur le fléchage du travail de l'assistant, et donc de l'orientation à donner au fond, c'est le 1er janvier 2016. Donc l'enquête est déjà terminée. Ça, en tout cas, les pratiques litigieuses ont pris fin. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévisibilité en matière pénale, la sécurité juridique. Voilà. Alors, donc, pour en revenir à cela, le tribunal vient nous dire il est impérieux que l'on prononce une peine d'exécution provisoire parce que, alors là, comment vous dire, c'est nouveau, ça vient de sortir, l'ordre public démocratique impose, pour être préservé, l'ordre public démocratique, hein, que une candidate condamnée par le tribunal correctionnel ne puisse se présenter à l'élection présidentielle. Donc tout était dit. La messe était dite. C'est-à-dire que l'argumentation politico-morale du tribunal est signée au détour de cette phrase, qui est écrite noir sur blanc dans le jugement. Ça veut donc dire que on a cherché, on avait comme objectif, non pas de punir une pratique illicite, mais d'entraver la libre présentation au scrutin des prochaines présidentielles de la candidate naturelle du Rassemblement national. Et je dirais au-delà de ça, bien au-delà de ça. Ce jugement est rendu au nom du peuple français. Tous les jugements et arrêts sont rendus au nom du peuple français. Peuple français, celui-là même qui plébiscite Marine Le Pen de se présenter aux élections présidentielles. Oui, mais ça ne lui donne pas non plus un blanc-seing pour toutes les pratiques. Bien évidemment, mais alors ça c'est une autre question, mais sur, je dirais presque, la légitimité de pouvoir se prévaloir de la légitimité populaire, ça a presque des accents, je dirais presque péronistes, ce que je suis en train de vous dire, mais il y a presque un conflit de légitimité. Marine Le Pen tient sa légitimité de l'élection et du suffrage. Les magistrats tiennent une légitimité du statut qui est le leur. Bien. Mais le tribunal enveloppe ça d'une espèce d'argumentation un peu morale en venant dire que voilà, il rend bien évidemment son jugement au nom du peuple français et pas au nom d'un certain nombre, même restreint, d'électeurs. Donc, pardon, mais c'est le raisonnement de Gribouille, ça, parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, voyez. Donc on mélange en quelque sorte un petit peu. On entend beaucoup que les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. Mais personne n'a jamais prétendu cela. Personne n'a jamais prétendu cela. D'ailleurs, ça a été maintes fois plaidé, principalement d'ailleurs pour le Rassemblement national à l'audience, où on a bien fait la distinction entre la nécessité de protéger la séparation des pouvoirs, puisque ce dossier quand même malmène ce principe de manière assez évidente. La liberté parlementaire, c'est quand même quelque chose de cardinal dans notre organisation politique et institutionnelle. Voilà, il n'y a pas de démocratie sans que la séparation des pouvoirs ne soit assurée, hein, rappelle notre Constitution. C'est un des piliers de l'État de droit, la séparation des pouvoirs. Or là, qu'est-ce que l'on a ? On a deux instances. L'une administrative, le Parlement européen et sa police.
interne, l'OLAF. L'autre, judiciaire, qui viennent s'immiscer dans le précaré du travail parlementaire. Alors j'ai bien indiqué que quand on disait ça, on ne revendiquait pas de se trouver dans une sorte d'abbaye de Thélème, hein, pour reprendre cette image, cette belle image. L'abbaye de Thélème, où la devise « fais ce que tu voudras comme bon te semblera » pour être érigée un peu en principe général et absolu. Je leur dis, ça n'est pas cela de revendiquer la liberté parlementaire. C'est pas demander un blanc-seing, c'est pas demander un privilège, c'est pas demander une immunité. C'est juste protéger la liberté du parlementaire de pouvoir donner à son assistant des activités qui sont en rapport avec son mandat de parlementaire et principalement de pouvoir le faire travailler au sein du parti politique dans des activités qui ne sont jamais décorrélées de manière directe ou indirecte. Alors justement, de son mandat. On va y venir. Alors on parlera tout à l'heure de vous, de votre parcours, etc. Ça c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous en êtes venu là. Mais auparavant, je voulais qu'on rentre un petit peu dans le dossier justement. L'Europe et le Parlement européen vivent sur les fonds qui sont versés par la France à l'Europe. 21,6 milliards d'euros en 2024. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les partis, le Rassemblement national et les autres, soient libres de l'usage des subventions versées par l'Europe ou la France, à condition qu'il n'y ait pas de détournement personnel, à usage personnel, évidemment. Est-ce qu'on peut poser cette question naïve ? Cette question, elle n'est pas naïve, elle est même très importante, elle est essentielle. Ça a été soulevé d'ailleurs par un de nos avocats à l'audience, où on a démontré en quelque sorte, alors on a eu ces chiffres absolument, avec des communications presque paralysantes de la part de nos adversaires. On avait d'abord dit 6 millions d'euros de détournés. Ensuite, ça a été 2 millions d'euros. Finalement, on a une condamnation à 4 millions d'euros. On a le sentiment d'avoir des sommes colossales qui sont détournées. D'abord, ces sommes ne sont pas colossales. Au regard des milliards d'euros qui circulent dans les caisses du Parlement européen. Vous les avez vous l'avez déjà souligné. Sans même parler des milliards d'euros qui circulaient en petites coupures dans les caisses du Parti socialiste européen. Alors, je parle de l'affaire Eva Kaili. Bon, voilà. Autre dossier. Autre dossier au pluriel. Mais donc voilà, donc on est vraiment sur epsilon en termes de sommes qui sont mises en cause. Et puis surtout, ces sommes-là ne sont pas détournées. Elles ne sont pas détournées dans le sens où elles ne sont pas affectées à un usage qui serait illicite ou illégal ou même immoral au regard des textes qui définissent l'orientation qui peut être donnée à ces fonds. Vous l'avez souligné, on pourrait considérer que dans la mesure où tout cela s'inscrit dans la contribution à une activité qui est politique, qui est donc liée directement ou indirectement au mandat du parlementaire, les fonds puissent être orientés un peu librement, avec évidemment cette limite haute qui est celle de l'enrichissement personnel, qui est celle du détournement caractérisé, de la fraude en quelque sorte. C'est ce que j'ai plaidé et expliqué en indiquant que quand on réclamait le respect pour la séparation des pouvoirs, le respect de la liberté du parlementaire, on n'était pas dans le cas de figure d'une affaire récente qui a valu quelques déboires judiciaires à un candidat malheureux à l'élection présidentielle, puisque ce n'était pas le travail de Fillon. Oui, ce n'était pas. Et je prends cette expression dans son sens, bien évidemment, imagé, lié à la mythologie. Ce n'était pas le travail de Pénélope. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, je fais allusion à comment dirais-je, au grand texte de la mythologie et à Ulysse, et pas autre chose. Absolument, on a bien compris. Que les choses soient claires. Le rapprochement est amusant. Mais alors, deuxième question naïve, maître Dassal d'Est. Un assistant parlementaire français, est-ce qu'il prend un risque judiciaire s'il travaille aujourd'hui pour un député ou un parlementaire européen de son parti? Épineuse question parce que là, on renverse la proposition. Vous mettez le doigt sur tout le flou qui entoure en quelque sorte toute cette réglementation extrêmement touffue, extrêmement bureaucratique en vérité. On est au cœur de Babel, du Babel institutionnel qui fait le Parlement européen, qui fait la Commission européenne, qui fait toutes ces instances un peu supranationales qui sont totalement décorrélées du pays réel, des nations, de l'Europe charnelle à laquelle nous sommes attachés. Mais ça, j'y reviendrai parce qu'il y a eu aussi quelques petites
pics qui ont été lancés par le tribunal, ce qui est assez inhabituel sur cet aspect des choses. Mais vous le notez vous-même. Avec cette décision, on peut s'interroger sur le point de savoir si le fait pour un député français de mettre sa force de travail d'assistant au profit d'un député de son parti, mais qui travaillerait au sein de l'instance européenne, pourrait être, comment dirais-je, assimilé à une forme de détournement au profit de l'Europe, c'est ça ? Exactement, oui, ou plutôt au préjudice, cette fois-ci, du Parlement français, de l'Assemblée nationale. Il faudrait vraiment que l'intéressé s'entoure d'un certain nombre de précautions très, très vétilleuses sur la nécessité impérieuse qu'il a dans le cadre de son mandat, et vraiment dans le cadre de son mandat, de faire travailler son assistant auprès d'une instance rattachés au Parlement européen. On peut imaginer, je ne sais pas moi, des colloques qui pourraient se tenir en commun entre des députés français et des députés européens sur des thématiques soit nationales, soit européennes, soit transversales, et qui nécessitent de faire travailler un assistant auprès des deux élus. Mais on est vraiment dans un cadre très restreint. Vous voyez, en quelque sorte, le carcan que ça met, en fait. On touche du doigt le côté complètement abscon de l'affaire. Et puis surtout une atteinte à la séparation des pouvoirs. Ça va si loin, ces affaires, qu'on l'a même montré à l'audience. Vous avez, pour les mêmes pratiques, vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, au sein notamment des parlements, mais pas que, il y a des déontologues. Nous avons produit, dans le cadre du procès des assistants parlementaires, des notes du déontologue de l'Assemblée nationale qui donnait quitus, qui donnait feu vert à certains élus pour affecter certains fonds à l'activité parlementaire. Eh bien, ces mêmes pratiques sont interdites au sein du Parlement européen. Oui, donc ça met les parlementaires devant une sorte d'insécurité juridique qui est maximale, puisque d'un côté, vous avez parfois certaines pratiques qui sont validées par l'Assemblée nationale et les déontologues de l'Assemblée, qui sont des personnes tierces aux élus, et puis ces mêmes pratiques qui peuvent être condamnées et qui peuvent vous vouloir maintenant des condamnations en correctionnel relativement, même d'une très grande sévérité, même assez implacable, pour les mêmes pratiques. Donc ça met en quelque sorte un petit peu les élus et aussi leurs conseils devant une sorte d'imprévisibilité, de flou du droit qui est extrêmement préjudiciable et qui est en fait la négation de ce que c'est que le droit, et singulièrement le droit pénal, qui est un droit qui est dominé par des principes de prévisibilité, de sécurité juridique, d'interprétation stricte, pour une raison très simple, c'est que ça définit le périmètre de nos libertés. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà. Et c'est d'ailleurs la définition de l'état de droit. Dans un état de droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Dans un état autoritaire, c'est nettement moins drôle. Ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est la Corée du Nord. C'est nettement plus difficile. Non, on comprend très bien le côté abscon de l'affaire. Mais tout de même, question, les grandes entreprises ont toutes des services juridiques, par exemple, qui analysent des risques judiciaires et elles prennent ou non ces risques-là. Et de temps en temps, on voit qu'une grande entreprise était condamnée parce qu'elle a fait un pari qu'elle a perdu devant les instances judiciaires. Mais sur le fond, est-ce que le Rassemblement national a mal maîtrisé ces risques ? Pas du tout. Pas du tout, pour une raison très simple. D'abord, je l'ai indiqué tout à l'heure, la première décision qui est rendue dans ces affaires, puisque je mets vraiment tout ce qui concerne le Rassemblement national avec ce qui a concerné le MoDem et ce qui concernera la France insoumise, on a un jugement qui est rendu très récemment. Donc, première observation. Mais si je puis me permettre, l'OLAF, j'ai lu ça dans le jugement, dès le mois de septembre 2014, envisageait que les faits puissent recouvrir la qualification de détournement de fonds publics. La belle affaire. Pour une raison très simple. Est-ce que le RN a été léger ? Pas du tout. Alors, donc, contextualisons, il y a cette affaire MoDem qui intervient donc, en 2023, je crois, bref. Et donc, il y a la première décision rendue par une juridiction du fond sur ces affaires, donc la première condamnation. Avant ça, il n'y avait rien. Et alors, c'est assez piquant de voir l'OLAF présenté comme étant presque une source, comme la pitié, ce serait l'OLAF pour le tribunal, en quelque sorte. Voilà, on peut aller la consulter, elle va nous donner en quelque sorte les oracles et les avis, puis nous, on va redescendre pour donner en quelque sorte la bonne parole. Pas du tout. Il y a une raison très simple à cela. Les premières décisions de la Cour de cassation qui retiennent le délit de détournement de fonds publics à l'encontre d'un député
sont, tenez-vous bien, du mois de mars 2018. Mars 2018. C'est-à-dire bien après la période de prévention de notre affaire, qui est de 2004 à 2016. Donc ça veut dire que jusqu'en 2016, les juridictions françaises n'appliquaient pas le délit de détournement de fonds publics à des faits commis par des parlementaires. Pour une raison très simple. On considère encore, nous du côté du Rassemblement national, que les parlementaires ne sont pas investis d'une mission de service public. Or, ces infractions d'atteinte à la probité, à la confiance publique, sont réservées à des élus, certes, mais à des élus qui, soit détiennent des parcelles d'autorité. Oui, on nous a opposé qu'un maire a pu être condamné pour détournement de fonds publics. Un président de conseil général, affaire Dugouin, peut être condamné pour détournement de fonds publics. Or, à la différence des députés européens, un maire et un conseiller général ou régional détient des prérogatives de puissance publique. Le maire est officier de police judiciaire, il a des pouvoirs de police administrative, ce que n'a pas le député. Ce que n'a pas le député européen. Donc on est sur des régimes mandats de nature différente. Très différentes, avec des implications juridiques qui sont très dissonantes. Et nous l'avons bien évidemment fait valoir, tout cela. Et également, d'ailleurs, vous mettez le doigt sur un point bien précis. Il n'y avait bien évidemment aucune légèreté de la part du Rassemblement national et aussi de ses conseils à voir que ce délit ne pouvait pas s'appliquer pour une raison qui est également la suivante. Je vous ai indiqué que les premières décisions de la Cour de cassation qui étendent ce délit de détournement de fonds publics à des élus à des députés ou sénateurs sont du mois de mars 2018 et je vous indiquais que notre affaire s'arrêtait sur l'enquête en 2016. Donc il y avait un problème de rétroactivité, d'une jurisprudence plus sévère qui était mise en quelque sorte un petit peu dans le débat, et rétroactivité d'une jurisprudence plus sévère qui heurte un principe fondamental du droit pénal. Voilà, donc tout cela a bien évidemment été exposé et plaidé. D'un trait de plume, le tribunal a écarté le moyen, mais je pense que ces affaires sont loin d'être terminées parce qu'en fait, comme je l'indique à l'instant, il n'y a pas vraiment de droit positif encore suffisamment étayé et étoffé sur ces questions. On a bien vu que les textes eux-mêmes étaient extrêmement confus, en tout cas pas clairs du tout sur l'orientation qu'il fallait donner à ces fonds et le périmètre du travail d'un assistant parlementaire. Donc il y a vraiment un désaccord très profond sur l'interprétation qui est donnée à tous ces textes sur la période 2004-2016. C'est pour ça que vous n'avez pas plaidé coupable. Oui, exactement. Oui. Alors, et je vais vous dire... Parce qu'on vous le reproche. Oui, mais j'entendais hier même Philippe Bilger hier au Figaro TV venait dire que peut-être que le Rassemblement national et ses cadres en appel pour escompter avoir une décision moins sévère devraient adopter une attitude de défense moins absolutiste. Je crois que c'est le terme qu'il a entendu et qu'il a employé. Et laisser une porte de sortie à la juridiction, ce qui n'aurait pas été fait en première instance. Mais nous l'avons fait, bien évidemment. D'abord, on n'a pas à s'excuser d'être innocent. Quand on est innocent, on plaide son innocence et on n'a pas à ramper avec la robe de bure devant ses juges. Nous sommes allés devant le tribunal très franc, en exposant nos arguments, en indiquant qu'il n'y avait aucune irrégularité qui avait été commise et en faisant part de notre bonne foi. Voilà, de notre bonne foi. Donc ça, c'est le volet élément moral de l'infraction. On commet des infractions avec un dol, c'est-à-dire qu'il y a une volonté clairement affirmée de commettre le délit. Or là, bien évidemment, la pratique, le fait d'ailleurs que plusieurs partis politiques aient été poursuivis pour les mêmes pratiques entre guillemets montre bien que ma foi le côté très illégal de la chose était loin d'être répandu. Là où il y a une difficulté, je vais vous dire, c'est que certes on n'a pas eu le temps de le souligner, vous parlez de l'OLAF, certes d'autres partis ont été poursuivis pour les mêmes faits, le MoDem et la France insoumise, mais vous parlez de l'OLAF tout à l'heure et de la mention du rapport de l'OLAF dans le jugement. L'OLAF et le Parlement européen se sont bien gardés d'aller poursuivre ces autres partis, alors même qu'ils étaient parfaitement informés et au courant des pratiques qui étaient les leurs. Il a fallu qu'une de nos anciennes élues, Sophie Montel, pour ne pas la nommer, vienne dire « Attendez, le Front National de l'époque est poursuivi pour ces pratiques, mais tout le monde fait pareil au sein du Parlement européen. Le MoDem, je vais vous donner des noms. La France insoumise, je vais vous donner des noms. » C'est ce qui a valu ces poursuites. Mais si nous n'avions pas révélé que d'autres faisaient exactement la même chose,
nous serions les seuls condamnés. Et ça, c'est inadmissible. Ça signe en quelque sorte. Ouais. Ça en dit long sur le côté, pardon, je n'aime pas endosser un peu ces habits de l'idée qu'il y aurait un traitement de défaveur systématique au détriment de ces élus, de nos élus, mais là, pour le coup, ça fait un peu persécution quand même. Alors, je voulais qu'on parle rapidement de l'appel quand même, puisque oui. c'est l'actualité. Finalement, Marine Le Pen va faire appel. Elle a fait appel, elle a déjà interjeté appel. Elle a déjà interjeté appel. La décision sera rendue à l'été 2026. Et si cet appel lève l'exécution provisoire, eh bien, elle pourra être candidate aux élections présidentielles de 2027. Il y a fait quand même quelques si encore à lever. Le Rassemblement national, alors c'est la question que je voulais vous poser, le Rassemblement national et les autres prévenus dans cette affaire font-ils appel? Avez-vous vous-même fait appel pour le Rassemblement national, puisque je rappelle que vous êtes l'avocate du Rassemblement national? Nous avons fait appel de cette décision rendue à l'encontre du Rassemblement national, qui est particulièrement sévère. 4,4 millions d'euros de dommages et intérêts avec exécution provisoire. Une amende de plus de 2 millions d'euros exécutoire, c'est-à-dire ferme, c'est-à-dire sans sursis. Donc c'est des peines qui sont extrêmement sévères, totalement disproportionnées à mon sens. Et donc elles justifient en elles-mêmes un appel. Et puis... Alors, je lirai attentivement le jugement quand il sera intégralement rédigé, mais la façon dont la motivation pour l'heure sur ce qu'on a pu voir de copie de travail de ce jugement laisse quand même un peu à désirer sur la clarté et l'orthodoxie du raisonnement juridique adopté par les premiers juges. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire tout cela, de l'analyser pour montrer les inepties de cette première décision. Donc oui, le Rassemblement national, bien évidemment, a fait appel dans les jours, lendemain de la décision, mardi dernier exactement. Cet appel a été interjeté. D'accord. Donc il y a vraiment la même stratégie judiciaire entre Marine Le Pen et le Rassemblement national et peut-être aussi les autres prévenus. Elle est parfaitement corrélée. Alors, au vu de votre longue et multiple expérience dans la défense du Rassemblement national, cher maître, que diriez-vous des magistrats? Parce que ça fait vraiment du débat en ce moment. Est-ce que vous les avez sentis, est-ce que vous les sentez encore aujourd'hui hostiles ou pas, et partiaux ou pas du tout? Est-ce que pour vous, ce sont des techniciens qui font leur métier? Est-ce que vous avez, on en a un petit peu parlé, mais de manière peut-être un peu plus sur la longueur de votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question très, très difficile et en vérité assez complexe. Et est-ce qu'ils ont changé leur regard sur le Rassemblement national? Est-ce que ça évolue? Il y a plusieurs questions dans ce que vous me posez. Le tribunal a rendu un jugement récemment, là, dans cette affaire des assistants parlementaires, avec une motivation qui est de toute évidence, par certains côtés, très politique. Hein, voilà. Et sous d'autres aspects, juridico-moral. Donc, de ce point de vue-là, le bas blesse. Vous dire que les juges qui ont rendu cette décision étaient animés d'une volonté de nuire politiquement aux uns et aux autres, je ne peux pas le dire, parce que je n'ai aucune raison de pouvoir l'affirmer aujourd'hui. Voilà, je note simplement que, me semble-t-il, les motivations de ce jugement sont politico-morales et notamment cette notion d'ordre public démocratique, où lorsqu'on vient dire que, avec un certain aplomb, le Rassemblement national et ses cadres ont utilisé des fonds européens alors qu'ils ont construit leur doctrine politique pour fustiger l'Europe de Bruxelles, ça n'a rien à faire dans un jugement. Le Rassemblement national, les élus du Rassemblement national sont ceux qui ont peut-être le plus parlé d'Europe depuis 20 ans. Simplement pas de l'Europe intégrée, pas de l'Europe fédérale, pas de l'Europe de Bruxelles. Oui. Hein, voilà. Et on dénonçait tous les... Par ailleurs, si on n'a plus le droit de critiquer l'Europe de Bruxelles, il faut le dire. Voilà. Donc il y a ce premier point de vue. Sur les autres affaires, le tout venant correctionnel, est-ce que le regard des magistrats a changé sur le Rassemblement national? C'est difficile à dire parce qu'il reste toujours des procès en racisme ou en xénophobie qui sont toujours un petit peu gênants. J'observe que le Rassemblement national, j'ai un exemple en tête, avait par exemple été amené à se défendre à Cayenne, à la cour d'appel de Cayenne, à la suite de la mise en ligne sur le site du Rassemblement national de propos d'une élue qui a été rapidement exclue du mouvement, mais qui était outrageant à l'encontre de Mme Christiane Taubira. Le Rassemblement national est allé à Cayenne, a plaidé à Cayenne, a gagné ce dossier à Cayenne devant un magistrat qui ne s'est jamais caché d'être un membre éminent du syndicat de la magistrature et qui nous a rendu une très bonne décision.
on a fait une défense qui était très technique et on a un arrêt qui est au cordeau. Ouais, on peut être engagé et honnête. Oui, voilà. Donc, et compétent. C'est-à-dire que vous avez les convictions, vous avez les passions et vous avez l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Peut-être que moi, j'aurais fait un très mauvais magistrat, je ne serais jamais devenu magistrat parce que peut-être trop emporté par mes convictions et avec plus de difficulté à pouvoir se détacher un peu. Dernière question, parce que le temps passe très vite. Comment est-ce qu'on devient avocat du Rassemblement national? Et est-ce que ça vous... c'est une question plus personnelle sur votre parcours. Et est-ce que ça vous prive d'autres clients ou pas du tout? C'est jamais... Est-ce que c'est une vocation exclusive? Je pensais avoir la vocation de soldat. Donc après une prépa à Saint-Cyr que j'ai trop rapidement abandonnée peut-être, je me suis retrouvé à l'université comme beaucoup. Et puis je suis devenu avocat et une rencontre en amenant une autre, un parcours militant amenant à rencontrer pas mal de personnes un peu dans ces milieux, puisque j'ai milité dans ma jeunesse. J'ai rencontré Marine Le Pen à l'époque où elle dirigeait le service juridique du Front National, donc au paquebot, à l'historique paquebot. J'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, je l'ai défendu, j'ai mangé à sa table. J'ai admiré le leader politique quand nous regardions L'heure de vérité ou 7 sur 7 dans les années 80. Et puis j'ai aimé l'homme quand je l'ai connu, quand j'étais amené à le défendre. Donc il y a ce côté, voilà... Et vous lui êtes resté fidèle et vous assumez cette fidélité. Non, je l'ai déjà lu. J'ai défendu Jean-Marie Le Pen. Je suis resté fidèle à Jean-Marie Le Pen. Quand Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National, je ne pouvais pas plaider bien évidemment ce dossier. Ça m'était interdit à la fois, je dirais, sur un aspect déontologique, l'ayant défendu, mais je dirais au-delà de ça, même sur un plan éthique et moral. J'ai dit parfois que ma conscience m'interdit de plaider contre Jean-Marie Le Pen et il était hors de question pour moi de trahir en quelque sorte mon serment d'avocat en prenant ce type de dossier. Cher maître, vous reviendrez nous voir, j'espère. C'était passionnant. Avec grand plaisir, merci, cher Marc. maître David Dassalodest. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite, ça vous le savez. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Et vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.